Bonjour, c'est Gorky de la Team Bradva. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir cette nouvelle saison 2023-2024 qui s'est terminée l'an dernier avec l'OP de la TAT, donc la Team Airsoft Taré, que je salue au passage. Une OP remarquable dans laquelle nous avons pris énormément de plaisir malgré les plus de 30 degrés que nous avons dû subir pendant les 2 journées et une petite partie de la nuit puisqu'on a participé à la nocturne cette année. Alors, à l'occasion de cette OP, et une fois de plus, j'ai un certain nombre de joueurs qui m'ont dit « Voilà, Gorky, pourquoi tu fais pas des revues où tu donnes des conseils sur la façon de progresser en bâtiment, la façon de progresser dans les espaces forestiers, seul ou en équipe ?» Ils nous voient évoluer en fait. Les gars, ils me demandent pourquoi j'aborde jamais ce sujet. Alors, la réponse, c'est parce que je trouve qu'on a une communauté qui est assez sereine, et elle est assez sereine aussi parce que moi, je reste à ma place. En fait, moi, je suis airsofter, je suis ni combattant, ni militaire, je suis pas spécialiste des armes, d'accord. Je commence à avoir une certaine spécialité de nos jouets, de nos lanceurs, de nos répliques d'armement, donc je reste à ma place. Bon, ça, c'est important. Après, j'ai une demande, et je pense que j'ai des choses à dire à ces personnes qui me font cette demande. Alors, si vous êtes, eh bien, écoutez, un ancien des forces spéciales, si vous êtes militaire ou si vous avez fait un service actif, etc., eh bien, écoutez, soit vous avez de la compréhension parce que je ne vais pas utiliser du vocabulaire militaire parce que je ne suis pas instructeur, et puis bah, c'est comme ça, soit vous n'appréciez pas, et puis ça sert à rien de faire des commentaires comme quoi je ne suis pas un pro, je ne suis pas un pro. Voilà, je vous le dis. Et dans ces cas-là, bah, vous zappez, vous passez sur autre chose, et je le dis vraiment avec beaucoup d'amitié. Bien. Donc, je vais vous faire quelques revues comme ça, et je verrai en fonction des retours si ça vous intéresse. La première revue, je vais la centrer sur la meilleure façon d'évoluer en milieu forestier, d'accord, avec donc de la végétation et en étant seul. Je consacrerai du temps sur une autre revue à ce que je pense de plus efficace sur la question des déplacements en escouade, mais on va d'abord parler du déplacement solitaire en milieu forestier, mais c'est juste après ça. Alors en introduction, je souhaite vous donner d'abord une information. L'AETB, notre association, va organiser avec un grand nombre des membres de la Bradva une partie le 8 octobre sur le terrain de l'AFBA, le 8 octobre, d'accord, c'est un dimanche. Vous suivrez l'actualité sur Facebook et sur Instagram, je vous mettrai les liens de la billetterie web, etc. etc. J'ai commencé à essayer d'échanger avec Airsoft Entrepôt pour savoir s'il y aura une nouvelle tombola. Pour l'instant, je ne peux pas encore vous le dire, mais nous, c'est sûr, on a notre effectif pour vous organiser la partie du 8 octobre. Donc réservez votre date, je compte sur vous, je vous le dis un mois à l'avance pour qu'il n'y ait pas d'excuses en mode « Ah ouais, mais j'avais prévu d'aller ailleurs ». D'accord, je compte sur vous, on fasse une grosse partie à 70, ce serait vraiment top. Alors, maintenant sur la question du déplacement en milieu forestier. Alors bien sûr, je pourrais vous prendre des fiches techniques militaires et vous les commenter, etc. etc. Moi, je vais plutôt vous dire la façon dont moi j'ai réfléchi et ce que j'ai observé, d'accord, en tant que pratiquant en 10 ans d'airsoft, dans mes progressions, en échangeant avec d'autres joueurs, en observant des snipers et en me déplaçant avec mon escouade. Un petit peu de biologie ou de sciences et vie de la Terre, comme vous voulez, hein, s'il y a des professeurs sur la chaîne. Nous avons les yeux devant, donc ça c'est un marqueur de prédateur, et nos yeux fonctionnent selon 3 standards de détection. D'accord ? On va avoir le premier standard qui déclenche le plus rapidement possible la localisation d'un objet ou d'une cible ou d'une proie, ça va être le mouvement, d'accord ? Le deuxième standard, ça va être la couleur. Le troisième, qui permet vraiment d'affiner la détection et le choix d'un objectif quand on est un prédateur, ça va être la forme, d'accord ? Bien, donc je vais essayer de vous parler de ces 3 standards et de la façon dont on doit travailler sur l'œil humain de notre adversaire pour éviter de stimuler ces 3 standards. Le premier standard, je vous ai dit que c'était le mouvement. Effectivement, qui n'a pas, à un moment donné, alors qu'il est dans une pièce ou dans les bois, détecté dans sa vision périphérique un mouvement et tourner la tête instinctivement pour voir ce qui se passe et identifier. D'accord ? Et puis, la plupart du temps, il n'y a pas grand-chose ou il n'y a rien. Bon. Les recommandations que je vais vous donner ne fonctionnent que parce que face à nous, on n'a ni des chasseurs, la plupart du temps, ni de vrais militaires. Parce que eux vont déjouer assez facilement les 3 stratégies que je vais vous proposer. Si l'œil humain détecte
le mouvement de manière extrêmement efficace. Et plus le mouvement est rapide, plus il est continu, et plus il est brusque, et plus l'humain va être capable de le détecter, de le suivre, et ensuite, bien sûr, le cerveau va faire des choix, se désintéresser, ou, puisque c'est une cible, c'est un airsofter, ça n'est pas un chevreuil, donc j'y vais. D'accord? Donc là, comment je fais pour limiter la réaction de l'œil humain à ce premier standard? 1. On bouge de manière souple, peu mécanique, et le plus lentement possible. Si vous avez des gestes saccadés, en levant les branches, etc., évidemment, vous allez attirer l'œil humain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous ai dit que c'était le mouvement continu. Évidemment, quand vous êtes face à un airsofter ou à n'importe quel être humain, le premier mouvement va l'amener à, par détection, cibler à peu près la zone. Et si vous continuez à marcher, alors là, il va tourner son lanceur vers vous et commencer à être sur une investigation un petit peu plus fine. Deuxième chose, après la démarche lente et souple, il faut faire des stops pour travailler sur l'impatience de votre adversaire. La plupart des joueurs d'airsoft sont incapables de rester concentrés plus de 30 secondes. Ça n'est pas une critique, nous sommes des joueurs d'airsoft. Donc en gros, c'est, je vois un mouvement, je le détecte, il se passe rien, il y a un gars à côté qui me parle, il y a une branche, je regarde mon truc, j'ai un problème avec ma lunette, et je passe à autre chose. D'accord? Donc, on fait 3-4 pas pendant 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes éventuellement, c'est déjà beaucoup. Et on fait une petite pause, et on attend une trentaine de secondes, en réfléchissant à la suite du parcours, et en se disant que peut-être qu'on a, par le mouvement précédent, stimulé le regard d'un adversaire, mais qu'il est en train de s'impatienter. Alors on voit ça dans les jeux vidéo, vous avez la jauge qui monte rouge, puis orange et vert, et hop, vous redémarrez. C'est tout à fait réaliste quant à l'attention que porte un adversaire. D'accord? Bien sûr, certains vont dire « Ouais, non, moi quand j'entends, je fixe pendant 10 minutes. » Ok, il y a certainement des gens très très forts, et ou des gens qui ont un instinct prédateur plus développé, ou qui simplement, effectivement, sont des militaires ou des chasseurs. Les chasseurs ont l'habitude de fixer pendant très longtemps. Donc là, je parle du lambda, c'est-à-dire qui n'a aucune compétence ou activité principale, qui amène une concentration sur cible supérieure à la normale. D'accord? Donc, progression lente et progressive, on va avoir des stops tous les 3 ou 4 secondes, et on va faire en sorte de bien écouter, et soi-même de bien regarder devant soi si on ne voit pas de mouvement. Parce que souvent, quand on est détecté, la personne va essayer de se déplacer, va trouver un autre angle, va faire un mouvement, va éventuellement parler à un collègue, et si vous a identifié, vous allez pouvoir détecter dans la même zone, pendant ces 30 secondes, quelque chose qui survient. Donc on n'est pas en train de dormir pendant 30 secondes, on regarde bien, on évite de faire des grands gestes de la tête, on regarde bien autour de nous, et ensuite on reprend sa progression. Bien, ça c'est la première chose. Deuxième chose, puisque l'objectif c'est de ne pas être détecté par quelqu'un qui est, on va dire, devant nous, dans nos midis, c'est fondamental de mettre un élément du décor, un élément naturel, puisqu'on a parlé du milieu forestier, entre vous et vos midis, devant vous. D'accord? On peut imaginer que si vous progressez entre 2 allées d'arbres, ou si vous progressez de derrière un arbre vers derrière une butte, vers dans un trou, vers derrière un bosquet, on va beaucoup moins vous voir de l'autre côté de tous ces éléments que si vous êtes dans un couloir de tir. D'accord? Ça semble évident, mais encore trop souvent et de manière naturelle, j'ai vu des gens au bout de 10 minutes de marche en forêt, c'est pénible en fait d'aller en zigzag, et c'est pénible d'aller lentement et de manière souple, c'est plus fatigant que de marcher comme un phacochère, d'accord? Et c'est pénible d'aller de derrière un arbre vers derrière un arbre, c'est plus facile de contourner tous les obstacles, évidemment, d'accord? Donc on est sur une attitude qui doit être antinaturelle, une attitude qui doit être une attitude de prédateur. Donc, il faut vous penser de manière féline ou canine, comme vous voulez, si vous êtes plutôt loup ou tigre. Donc, on se coule dans la végétation, on fait des pauses, on écoute et on regarde, et on utilise le relief pour progresser. Vous me dites que c'est évident, si ça l'était, je ne verrais pas 9 personnes sur 10 faire absolument l'inverse de ce que je viens de dire pendant 5 minutes. D'accord? Donc là, on est sur la façon de contrer le premier standard. Sur ce premier standard, je vais rajouter à la question du mouvement la question des taches de lumière sur le sol. Évidemment, ce que je vais vous dire là, ça ne vaut pas si vous êtes dans une forêt de conifères où il n'y a que de l'ombre au sol, d'accord? C'est pas une canopée, il n'y a aucune traversée de lumière. Dans la plupart des forêts françaises,
en tout cas celle que je fréquente, on est dans une progression forestière avec des espaces où il y a de la lumière, des espaces où la lumière s'est arrêtée sur le feuillage et donc on est sur de l'ombre, et donc on a tout un tas de tâches au sol, d'accord, et qui n'ont pas la même valeur sur votre faculté à vous intégrer à la végétation ou pas, d'accord. Il faut toujours penser à l'adversaire. L'adversaire, il regarde devant lui. Donc les colonnes de lumière, elles sont descendantes. Il y a des endroits où la lumière traverse et va toucher le sol, et il y a des endroits où la lumière ne traverse pas, et au sol, il y aura une zone d'ombre. Lui, l'adversaire, il ne voit pas les taches au sol. Simplement, lui, il est face à des rayons lumineux qu'il ne perçoit pas, descendants, et des endroits où il n'y a pas de rayons lumineux, parce que le rayon lumineux est bloqué par les feuillages. Mais vous, quand tout d'un coup vous traversez un rayon lumineux, dans son patchwork en aplat, là, comme ça, il va y avoir un endroit où il y a de la lumière, où tac, ça va faire ombre. D'accord? Et ce qu'il va détecter, c'est éventuellement un mouvement félin et progressif, vous avez fait le job. Sauf que vous avez traversé dans la lumière, et ça a créé une variation dans cet aplat, en fait, de feuillage. Vous allez avoir le passage ombre-lumière. Et alors là, ce type d'erreur, ça se voit beaucoup plus loin qu'un simple mouvement. Le passage dans la lumière, on va dire qu'on est à presque 60-70 nets de perception sur un petit volume, où ombre-lumière, hop, on voit qu'il se passe quelque chose. Alors des fois, c'est juste les feuilles qui bougent comme ça, et qui libèrent ombre-lumière. Mais un joueur attentif, qui va se poser, qui va attendre, parce qu'il y a une variation ombre et lumière, et qui, au bout d'une minute, saisit votre mouvement suivant, va commencer à être dans une démarche d'acquisition, ou de prévenir ses collègues en fait, d'identification, et puis de prévenir les collègues, et là c'est déjà le début de la fin pour vous, d'accord? Donc, on a déjà dit souple, progressif, faire des stops, écouter, au moins 30 secondes de pause, mais en plus, vous devez, lorsque vous choisissez d'aller d'un obstacle à l'autre, ce dont on a parlé, vous devez faire en sorte, le plus possible, parfois ça n'est pas possible, d'éviter les taches et les goulets de lumière, d'accord? Les taches et les goulets de lumière, malheureusement, souvent, ça correspond à des endroits avec des sentiers, d'accord? Ils sont lumineux, donc naturellement, les sentiers ou les coulées des animaux se sont faits à ces endroits-là, et donc c'est attirant, c'est dégagé, il n'y a pas d'arbres, et c'est lumineux. Oui, tout ce qu'il faut pour se faire détecter. Donc, on favorise les passages dans l'ombre, d'accord? C'est compliqué. C'est pour ça que je vous dis que pendant les 30 secondes, vous analysez en fonction de votre azimut quelle est la trajectoire que vous allez prendre pendant 3-4 secondes, quel est l'élément du décor que vous allez utiliser pour vous dissimuler, et le trajet que vous allez prendre pour éviter de passer dans les zones de lumière ou les zones bruyantes. D'accord? Et on parlera de la progression en équipe. Vous verrez que sur la progression en équipe, c'est fondamental lorsque le premier de ligne a une excellente trajectoire et fait d'excellents choix en fonction de l'azimut attendu, en fait, de la direction attendue, ça favorise la progression évidemment de son binôme. Voilà pour le premier standard. Déjà, si vous réussissez à faire ça, on est déjà sur un level que moi je vois extrêmement rarement. Deuxième chose, on va être sur la couleur. L'œil humain détecte d'autant plus les couleurs chaudes, d'accord, que les couleurs froides, que seront le bleu et le vert. Et là, vous allez me dire, Gorky, ben alors, quand on a des brassards rouges ou des brassards bleus, quand on a des brassards rouges, l'œil humain, il détecte plus les brassards rouges. Bien sûr que oui. Est-ce que lorsqu'on fait une OP, si d'un côté on a des 100 brassards et de l'autre côté des brassards rouges, ou bien si on a des brassards bleus ou verts contre des brassards rouges ou oranges, est-ce que dans les progressions forestières, c'est un gros désavantage? Oui, c'est un gros désavantage. Par rapport au premier standard, je détecte et je vois une toute petite tache rouge. Il n'y a rien de rouge dans nos forêts. Rien du tout. Rien. Si je vois un tout petit élément rouge, mais fugace, je sais que ça ne peut pas être une branche, un animal, c'est un être humain. C'est un adversaire. D'accord? Donc, le rouge est à proscrire. Et d'ailleurs, les foulards de touche, c'est pas pour faire genre on saigne. Le foulard de touche utilise évidemment la couleur que l'œil humain détecte le mieux et à la plus grande distance comme étant un signal d'alerte. D'accord? Donc, pas de rouge. Jamais. Même pas sur les patchs. C'est pour ça que je sors ce patch-là. Parce que je me rappelle, moi, d'un tir ami, j'ai tiré sur l'un. Alors, c'était pas l'un de mes hommes, il n'y a pas de rouge, moi, chez nous. Et en fait, il avait un patch, vraiment à dominante rouge, sur l'épaule, d'accord? Et à la distance où j'étais,
j'ai pas eu le temps de voir ce qu'il en était, j'ai vu mouvement, silhouette humaine, couleur, boum boum, j'ai tiré, trop tard. En fait, il avait un gros patch rouge, j'ai cru que c'était un brassard rouge en fait, d'accord, hein. Donc, pas de patch rouge, c'est à proscrire totalement. Et si je vois quand même régulièrement du rouge, alors du rouge pour rire, du rouge sur les patchs, du rouge sur le pays ou quoi que ce soit, vous allez me dire oui, le drapeau russe, il y a du rouge dessus. Oui, bah moi je choisis le patch pour pas avoir la grosse barre rouge sur un endroit particulier et qui est relativement haut au niveau de ma tenue, encore pire au niveau de la tête, d'accord? Et puis quand je sais que je vais faire une OP dans une espèce de CQB ou des bâtiments ou que ça va être extrêmement nerveux, je peux avoir du rouge partout, tout le monde s'en fiche. Quand c'est du forestier et c'est de l'OP, rouge nulle part, hein. Limite quand c'est le patch de l'équipe, je le descends plus bas pour qu'on soit vraiment avec rien de rouge sur la partie haute. Alors il n'y a pas que le rouge. Vous voyez, je vous ai mis sur le côté là quelque chose qui est quasiment du même acabit. Alors là c'est pour le jaune, hein. On a une couleur chaude à l'arrière. Et puis on va parler du noir. D'accord? J'ai encore trop souvent des gens qui viennent jouer en noir. Voilà, vous imaginez, casquette noire, le porte-plaque noir. Alors, il n'y a pas de souci, hein, tout est russe, hein, donc il n'y a pas de problème au niveau du choix du gear. C'est cohérent avec notre équipe. Sauf que en forêt, le noir, c'est pareil, pas exactement comme le rouge, mais un carré noir comme ça, dans une forêt naturelle, ça n'existe pas. À part un arbre qui a brûlé, il n'y a pas un carré noir en aplat, comme ça, dans la forêt. Alors, le noir et le blanc, ce ne sont pas des couleurs, hein, ça s'appelle des valeurs. Donc, on évite d'avoir du noir sur soi en termes de tenue principale. Ok? Alors, attention, parce que je vois des gens qui font attention à ça, mais qui vont avoir des gants noirs. Qui vont avoir un stalker noir, encore pire que tout. Le stalker noir, ça veut dire qu'il est très haut, souvent il se dégage, et c'est ce qu'on va distinguer. Stalker noir, lunettes noires. Donc vous pensez que vous avez juste les lunettes, ça se voit pas trop, ou juste le stalker, mais le stalker plus les lunettes, ça fait un aplat noir, qui va être gros presque comme 2 mains, et qui se distingue, ou en tout cas qui attire l'œil à grande distance. Le mouvement, on se demande ce qui se passe, et là, on distingue un rond noir, adversaire. On est quasiment sûr. Mais le détail va plus loin. Vous imaginez bien que si je porte sur moi une réplique comme celle-ci, le rose aussi, hein, à part sur les fleurs, dans nos forêts françaises, il n'y en a pas beaucoup. Mais une réplique qui me met une tache noire comme ça, et je vais travailler comme ça tranquillement, je vais avoir ma réplique assez haute, mais ça me fait une tache noire sur le corps, ou une réplique comme celle-ci, avec un camo qui n'a aucune prétention, mais qui va s'intégrer beaucoup mieux dans la configuration forestière. Alors, on va aussi dans le détail. Je vois des gars qui font ces 2 efforts-là, mais qui vont porter une dague ici au niveau de l'épaule, qui va être rouge, orange ou noir. Là, c'est pareil. Moi, j'ai pris le temps de faire un petit camo sur ma dague Ratnik, histoire de l'intégrer aussi, vous voyez. Quand je suis dans des moments où vraiment je veux travailler la totalité de mon intégration, je n'hésite pas à avoir jusqu'à une dague de couleur, d'accord? Ça, c'est sur les couleurs de base. Alors évidemment, la question des couleurs, elle va amener la question du camouflage. Est-ce qu'il y a un intérêt, franchement, à avoir un camouflage particulier en fonction des différentes forêts? Moi, je considère que oui. J'ai eu tout un tas de situations où j'ai pu mesurer, moi, la qualité ou l'importance d'un camouflage. Alors attention, aujourd'hui, il y a énormément de camouflages digitaux qui sont extrêmement efficaces, hein. Ce qui ne veut pas dire qu'une bonne tenue en OD ne va pas vous permettre de vous intégrer. Pourquoi? Parce qu'elle va ramener l'essentiel de votre silhouette vers les coloris que l'on retrouve habituellement en forêt. Alors attention au visage. Hein, le rond pâle du visage se voit assez facilement, c'est pas un hasard si assez rapidement on peut voir des combattants qui vont se mettre du maquillage sur le visage. Globalement, entre le stalker, les lunettes et la casquette, il y a moyen de faire le job sans se peinturlurer et transpirer et salir tout, etc. D'accord? Donc moi je vais pas jusqu'au maquillage, j'ai jamais fait, ça me semble pas intéressant, j'ai jamais vu des mecs qui jouent très bien ou mieux parce qu'ils auraient du maquillage, donc moi je mets pas de maquillage, d'accord? Par contre, le stalker, n'hésitez pas éventuellement au Posca ou à la bombe à travailler le camouflage de votre stalker, parce que vous allez être digital partout, et puis là, entre les lunettes et le stalker, il va y avoir un aplat en plein milieu. Ça c'est pareil,
ça peut être une rupture dans le camouflage qui peut vous faire détecter alors qu'il y a eu le mouvement et que les gens sont précisément sur vous, et alors que vous êtes bien posté et immobile, on va distinguer l'aplat alors que tout le reste amener une espèce de transparence. C'est l'intérêt des camos digitaux. J'en parle régulièrement, je cite la situation de Tom. Tom qui, je pense qu'il ne travaille plus en France en ce moment, mais c'était un ancien joueur de la Chacal. Lui, il avait exactement le même camo en partant des gants, le bob, il avait retravaillé des lunettes, le stalker, la totalité de la tenue, les bottes, tout était du même camo. Le gars, il appliquait exactement ce que j'ai dit dans le premier standard, c'était une référence, le mec. Une référence, d'accord? J'étais capable, alors qu'il était debout et dans mon équipe, à 10 mètres de moi, je lui parle, je travaille sur... Mon œil est attiré et je ne le retrouve plus. Je suis obligé de le contacter pour qu'il fasse un geste, je ne le retrouvais plus. Le gars, exactement la progression dont je vous ai parlé. Et c'était le premier à dire, attention, évitez les taches lumineuses au sol. D'accord? Et j'ai beaucoup appris avec lui. Alors je pense que tu ne regardes pas mes revues, Tom, mais si c'est le cas, merci. Parce que la plus belle progression et celui qui m'a le plus inspiré sur les progressions, c'est toi, Tom. Donc, alors, le camouflage, effectivement, il ne faut pas hésiter à travailler sur la question de son camouflage. Ensuite, comment je fais pour savoir quel est le camouflage le plus adapté? Alors, contrairement à ce qu'on pense parfois, le camouflage, c'est pas ce qui fait que lorsqu'on est derrière des buissons, la personne qui est devant moi ne nous voit pas. Non, c'est lorsque les buissons sont derrière nous et que rien ne nous protège du regard de l'autre, que là, on sait si on est bien intégré ou pas. Donc, l'exercice, c'est simple, c'est aller sur votre terrain favori, ou sur votre lieu d'entraînement favori, vous vous mettez en tenue, ok, avec votre réplique, et vous demandez à vos collègues, alors que vous n'êtes absolument pas abrité, hein, et que derrière vous, vous avez la végétation, de prendre des photos. Et là, vous allez voir à quel point la réplique ressort, à quel point quand vous baissez la tête et qu'on voit le dessus de votre chapeau, on ne vous voit plus, et quand vous redressez la tête, on vous distingue immédiatement. D'accord? Et ça va vous permettre de dire là les gants noirs c'est pas possible. Là la réplique en fait c'est pas possible. Ah bah là je comprends mieux parce qu'en fait j'ai des genouillères noires. Ou mon patch rouge, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord? Et ça va vous permettre d'effacer des marqueurs comme ça qui stimulent le standard de détection couleur camo. D'accord? Bien. Alors, on va arriver sur la troisième partie, le troisième standard. Quand on est concentré pour trouver un adversaire humain dans un espace encombré, le cerveau va focaliser sur la silhouette humaine, d'accord? La tête, le bonhomme bâton, la tête, les deux jambes, les deux bras, d'accord? Bien. Donc, dès que vous allez avoir détecté du mouvement, éventuellement une couleur pas nette, vous allez essayer de voir si c'est un être humain, un airsofter, d'accord? Bien. Donc, de quelle façon je fais en sorte de casser la silhouette du bonhomme bâton? Là, je suis assez partagé, parce que j'ai vu des gens qui portaient des ghillies et qui n'appliquaient pas le premier standard et qui étaient très faciles à détecter. Et j'ai vu des gens comme Tom, qui avaient des tenues très modernes, américaines, avec un camo extrêmement soigné, mais bonhomme bâton, hein, on va appeler ça comme ça, et qui étaient indétectables. Donc, je suis assez partagé. Moi, pendant un certain temps, j'ai porté des Gorka amples, une taille au-dessus pour casser la silhouette, etc. J'ai pas eu le sentiment que je me dissimulais mieux qu'avec des tenues plus modernes. D'accord? Donc je pense que vraiment, quand vous avez travaillé sur les deux premiers standards, le troisième, à savoir casser la forme, c'est vraiment pour les snipers, les tireurs de précision ou les anti-snipers. Et on va avoir des tenues qui déjà sont appropriées. Pour les autres, allez à la rigueur un bob un peu camouflage pour casser la forme de la tête. Et puis peut-être, vous savez, là il se fait des vêtements au niveau des épaules, qui se portent juste au niveau des épaules. Notamment chez les Russes, on voit pas mal ça, qui permet de faire voilà, une pseudo-ghillie jusque-là. D'ailleurs, notre sniper, que je salue, Shocker au passage, lui il est indétectable, hein, parce que tous les standards dont je parle, lui, c'est l'école maternelle pour lui. Shocker, lui, il est ghillie de là à là. Ça veut dire qu'il est super mobile, hyper agile, hyper rapide, très peu encombré. C'est-à-dire qu'il se déplace comme un assaut et il est invisible comme un sniper. Redoutable, redoutable, redoutable. Donc, casser la silhouette, on en parle beaucoup. Les snipers, oui, et donc pour 97% des autres airsofters, ça ne me semble pas franchement pertinent.
Voilà, j'arrive au bout de cette revue. La prochaine fois que l'on se retrouve, je vous parlerai de la façon dont moi je fais se déplacer notre escouade, la façon dont moi je la dirige en tant que team leader dans son déplacement. D'accord? On abordera 2 déplacements particuliers et puis les difficultés que je peux rencontrer avec des gens qui ne sont pas des professionnels pour les faire bouger comme je souhaite. Alors que bah, on a un environnement un peu encombré, qui a du stress, de l'adrénaline, du pas envie de, de retourner au spawn, sa propre idée parce que bah, c'est pas la guerre et que je suis pas officier, vous voyez, bon, des trucs comme ça. Bien, je vous remets en tête hein, le 8 octobre sur le terrain de la FBA. Suivez bien notre Instagram et notre Facebook. Je vous donnerai des infos, puisque d'ici là j'aurai fait d'autres revues, sûrement le 2e opus concernant les petits conseils que je donne aux airsofters. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sans se prendre la tête. Hein. Je répète, les instructeurs de l'armée, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je veux bien qu'on échange entre airsofters, mais c'est pas l'armée ici. Voilà, écoutez, il fait encore très très chaud. Nous, on ira jouer le 10 septembre, me semble-t-il, le 9 ou 10 septembre sur le terrain de la Tate. Donc on croisera peut-être un certain nombre d'entre vous là-bas. Et puis d'ici là, portez-vous bien, essayez de ne pas choper le Covid, tenez-vous en forme, et on se retrouve très bientôt. Allez, au revoir.